Bonjour à tous, cette vidéo est un peu particulière parce qu'il s'agit de la 100e vidéo que je poste sur la chaîne Micmath. Alors pour fêter ça, je vous ai proposé il y a quelques jours à ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter de me poser toutes vos questions, toutes les questions auxquelles vous aviez envie que je réponde. Et je les ai là, toutes ces questions, vous m'en avez posé vraiment beaucoup, mais on a tout notre temps, donc c'est parti, je vais y répondre. Alors j'ai déjà classé un petit peu les questions que vous m'avez envoyées, je les ai classées en fait par popularité en quelque sorte, c'est-à-dire que je vais commencer par répondre aux questions qui m'ont été posées le plus souvent, et puis à la fin, eh bien, on en viendra en vrac à un peu toutes les autres questions plus ou moins farfelues que vous m'avez posées. Présente-toi un petit peu parce qu'à part ton nom et le fait que tu aimes les maths, on n'en sait pas beaucoup plus. Que fais-tu dans la vie? Es-tu prof de maths ou est-ce juste une passion? Tu fais quoi comme métier? T'es prof de maths? Quel est votre niveau d'études et dans quelle classe enseignez-vous? Quelle étude as-tu fait? Quel est ton parcours scolaire? Qu'as-tu fait comme étude? Alors déjà, bien, je m'appelle Michael, ça vous le savez certainement déjà, d'où le nom de la chaîne d'ailleurs, Micmath, Michael Mathématiques. Et j'ai 30 ans, j'habite à Paris, j'ai fait des études alors assez classiques jusqu'au bac, j'ai fait un bac S, après j'ai fait des classes préparatoires, MPSI puis MP que j'ai fait 2 fois d'ailleurs, 5,5 pour ceux qui connaissent. Et ensuite je suis rentré à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, et j'ai enchaîné avec une thèse en mathématiques, une thèse en probabilité plus particulièrement. D'ailleurs, je vous ferai probablement un jour une vidéo sur mon sujet de thèse parce que j'ai la chance d'avoir un sujet de thèse qui est vraiment très chouette à vulgariser avec plein de choses intéressantes à comprendre. Donc ça, c'est certainement un sujet dont je vous parlerai un jour dans une de mes vidéos. Qu'est-ce que je fais comme métier sinon? Alors comme métier, eh bien, après ma thèse, donc après mes études, j'ai choisi de devenir... alors je ne sais pas trop comment qualifier ça, je ne sais jamais vraiment comment appeler mon métier, mais animateur en mathématiques ou médiateur scientifique, quelque chose comme ça. Grosso modo, je travaille pour des associations, principalement 2 associations d'ailleurs. La première, c'est Sciences Ouvertes, et la deuxième, c'est le CIJM, Comité International des Jeux Mathématiques. Et je fais des ateliers dans des classes, alors soit dans des classes pendant le temps scolaire avec les profs ou les instits, soit en temps périscolaire avec voilà, des groupes de jeunes qui viennent faire des maths, mais toujours des maths plutôt de manière ludique, pas des choses qui collent vraiment au programme, à un programme de l'éducation nationale, mais plus des maths un peu différemment, avec de la manipulation, avec un peu tout ce que je peux vous apprendre aussi sur cette chaîne, tout ce qui est origami, tout ce qui est tour de magie mathématique, tout ce qui est recherche en mathématiques, voilà, autour de tout ça. Depuis quand tu t'intéresses aux maths et qui a évoqué cet intérêt? En quelle classe as-tu découvert cette passion pour les maths? Étais-tu doué en maths étant enfant ou est-ce que cet intérêt est venu beaucoup plus tard pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné cette passion des mathématiques? Étais-tu bon élève? À partir de quand as-tu aimé les maths? Depuis quand as-tu cet intérêt pour les mathématiques? T'aimais vraiment ça à l'école, collège, lycée? Alors je dois dire que je ne sais pas vraiment d'où ça me vient, cet intérêt pour les mathématiques. Je crois que aussi loin que je recherche dans ma mémoire, j'ai toujours aimé les maths quand j'étais petit. J'étais pas si bon élève que ça, enfin si élève sérieux que ça d'ailleurs, puisque vous me posez la question. Je dirais plus que c'est un peu un coup de chance, quoi. J'ai pas aimé les maths parce qu'on m'apprenait les maths à l'école, c'est plus que voilà, j'avais une passion pour les maths. Et puis, coup de bol, ma passion, c'était une des matières les plus reconnues et les plus valorisées dans le système scolaire. J'ai pas l'impression d'avoir été plus sérieux que d'autres dont les passions étaient pas valorisées d'un point de vue scolaire et qui pourtant ont plus galéré que moi à cause de ça. Voilà, en tout cas, ouais, j'ai toujours bien aimé les maths. Ceci dit, il y a quand même eu probablement un déclic plus important quand je suis arrivé au lycée. Parce qu'avant, j'aimais bien les maths, mais ça restait, disons, un outil, un truc que je pouvais voir comme ça un peu à l'école ou un peu à côté, mais j'imaginais pas, avant d'arriver au lycée, que vraiment on pouvait faire des maths son métier. Je pensais pas qu'il existait encore des mathématiciens à notre époque, je pensais pas qu'il existait encore des problèmes mathématiques non résolus avant d'arriver au lycée, et ça je l'ai découvert parce que dans mon lycée, il y avait un club de jeux mathématiques qui était animé par un prof de maths qui s'appelle Dominique Souder, et que d'ailleurs je continue à voir assez régulièrement depuis, parce que ce prof, il était pas mal impliqué dans différentes associations qui m'ont amené à rencontrer maintenant les gens pour lesquels je peux travailler. Et dans ce club de jeux maths, voilà, j'ai appris un peu tout ça, un peu les trucs ludiques, tout ce que je vous fais découvrir aussi un peu dans ma vidéo, c'est des choses que j'ai commencé à découvrir à ce moment-là de ma vie quand je suis rentré au lycée. D'ailleurs, si je suis rentré dans ce club de jeux maths, c'est parce que ce prof, toutes les semaines, il affichait dans tout le lycée, un peu partout, une énigme mathématique, l'énigme mathématique de la semaine. Et quand on avait résolu cette énigme, on pouvait aller au club de jeux maths et on gagnait une petite revue de mathématiques à chaque fois.
Et ça m'a tellement bien plu que dès mon année de première, j'ai commencé moi-même à écrire des énigmes mathématiques. Et ces énigmes, je les ai montrées donc justement à ce prof pendant le club de jeux maths, et il s'est mis à les utiliser, à utiliser mes propres énigmes pour afficher dans tout le lycée comme énigme de la semaine. Donc j'étais super content quand ça m'arrivait. Et d'ailleurs, quand je suis sorti du lycée en 2002, donc, eh bien, il y a un recueil de ces énigmes qui est sorti, je vous le montre, voilà, donc avec... les énigmes qui étaient affichées dans mon lycée pendant cette période-là, de 1999 à 2002. Le livre est sorti en 2002 et donc il est coécrit, moi, avec ce prof de maths, qui n'a jamais été vraiment mon prof de maths, je ne l'ai jamais eu en classe, mais c'est quand même clairement un des profs qui a le plus compté pour moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle 52 semaines de défis mathématiques. Avec plein de petites énigmes qui tournent voilà, autour des maths d'un niveau lycée, même peut-être des fois un peu compliquées, certaines énigmes. Il y a des choses qui sont un peu plus techniques, j'avais pas forcément encore autant le sens de la vulgarisation à l'époque, et des fois il y en a certaines qui sont un peu abusées, mais bon, ça reste quand même assez sympa. Quand je les relis, j'aime bien essayer de refaire les énigmes que je me posais à l'époque. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube sur les mathématiques? Pourquoi as-tu choisi d'étudier les maths? Et quel est l'événement ou l'idée à l'origine de cette chaîne géniale? Bah, je crois que du coup, ce que j'ai déjà dit répond un peu à la question, c'est que j'aime les maths à la base, et puis j'aime partager ça, et essayer de faire aimer les maths aussi à un maximum de gens, essayer de montrer à des gens même qui n'ont pas forcément été convaincus par les maths pendant leur scolarité qu'il y a plein de façons de faire les maths, plein de façons différentes. Donc voilà, la chaîne YouTube, ça fait partie d'un ensemble de choses que je fais dans ce sens-là, que ce soit voilà, les passages aussi dans les écoles avec les enfants, ou alors lors d'événements avec du grand public, dans les foires, dans des salons, dans des festivals où je fais des maths sur un stand et j'essaye de parler avec le maximum de gens. Les gens qui passent comme ça, c'est ce qui me plaît. Donc voilà, la chaîne YouTube, ça s'inscrit dans cette dynamique, essayer de transmettre les maths. Comment choisis-tu tes sujets ? Je suis pas spécialement organisé sur la façon dont je choisis mes sujets, j'y pense pas forcément, je le sais pas forcément très longtemps à l'avance, j'ai pas forcément de plan en me disant je vais traiter ça, puis ça, puis ça, parce que ça va bien dans l'ordre. En fait, il faut essentiellement que ce soit des sujets qui me plaisent, et puis des sujets sur lesquels j'ai quand même des idées sur la façon dont je vais le raconter, c'est-à-dire des idées un peu, je vais le faire comme ça, j'ai déjà un peu dans la tête la façon dont je vais expliquer les choses, et puis ça me semble intéressant pédagogiquement, et puis ça me semble amusant de montrer tel ou tel sujet. Après des sujets que j'ai envie de tourner, j'en ai toujours un peu plusieurs dans la tête comme ça qui me tournent en me disant tiens, ça ce serait bien que je fasse un sujet sur ceci, sur cela, sur les grands nombres, sur l'addition de tous les nombres entiers, sur les logarithmes, etc. Et puis j'y réfléchis assez régulièrement, j'essaye de chercher un peu des idées pour me mettre un peu les idées en place moi-même sur la façon dont je vais le faire. Et puis à un moment donné, quand je sens que je suis prêt, quand je sens que c'est mûr, j'y vais et puis j'essaye de le faire. Ceci dit, en fait, j'ai souvent plusieurs idées qui sont mûres, qui sont prêtes dans ma tête, et en fait, quand j'ai un tournage, en général, ça peut paraître un peu bizarre, mais en général, 2 minutes avant d'allumer la caméra, je sais toujours pas de quel sujet je vais parler. J'en ai 2-3 en tête dont je me dis que c'est ceux-là que je suis prêt à faire, qui me plaisent bien. Et puis voilà, je tourne ça dans ma tête, je me dis tiens, allez hop, je fais celui-là, et puis j'allume la caméra, et puis à ce moment-là, je le fais. Donc voilà, je sais pas par exemple quel sera le prochain sujet sur lequel je vais parler après cette vidéo. Donc voilà, ça va venir au fur et à mesure. C'est pas du tout rationnel, organisé. J'aime bien. Et le sous-titre de la chaîne, c'est Micmath, bric-à-brac mathématique. Et j'aime bien un peu ce côté bric-à-brac. Ça ressemble un peu aux étagères qui sont derrière moi avec plein d'objets dans tous les sens. Ça correspond bien à ma façon de faire les choses. C'est pas forcément toujours très efficace dans tous les contextes, mais voilà. Comment choisissez-vous vos sujets? Ça, je viens d'y répondre. Et surtout, comptez-vous parler des nombres complexes et du pourquoi de leur existence? Feras-tu une vidéo sur les nombres complexes? Alors les nombres complexes, c'est un sujet qui est tellement central, qui est tellement essentiel en mathématiques, qu'on rencontre un peu partout, que oui, et nécessairement à un moment donné j'y viendrai, forcément à un moment donné j'en parlerai un petit peu. Je sais pas encore quand, ni dans quel contexte, ni de quelle façon, mais c'est pas possible que j'y passe pas à un moment donné. Pourras-tu faire un jour un épisode sur les fractales ou la topologie? Aucun rapport je sais, mais dans ma tête, ces domaines sont rangés dans le sac, je m'en fais une idée visuelle, ça a l'air cool. Oui, et tu as raison, c'est vraiment cool.
Alors les fractales, oui, ça fait partie des sujets qui pour le coup sont proches. Je sais pas encore exactement quand, mais voilà, je sais à peu près comment je vais en parler, je sais ce que j'ai envie de dire sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est évidemment passionnant pour ceux qui connaissent déjà un petit peu. Voilà, sur ces objets mathématiques, ces figures géométriques qui ont des dimensions un peu intermédiaires entre la ligne et la surface, des choses comme ça. Il y aura plein de belles images à faire dans cette vidéo à montrer et plein de jolis principes et des choses vraiment fascinantes à comprendre. Donc ça va venir. Et la topologie, alors la topologie c'est plus vaste. La topologie, c'est pas vraiment un sujet particulier, mais c'est tout un domaine des mathématiques, donc il y a plein de choses à raconter sur la topologie. J'aimerais bien un jour faire une petite série de vidéos sur les curiosités topologiques, avec des objets à fabriquer, des choses un peu amusantes qu'on peut faire. Après, sur de la théorie plus générale de la topologie, je sais pas encore trop comment je pourrais raconter ça et ce que je pourrais dire, donc ça, j'en sais rien pour l'instant. Si un jour je ferai un sujet sur la théorie de la topologie. Feras-tu une vidéo sur le nombre de Graham? Alors ça, c'est une question aussi qui m'a été beaucoup posée, surtout suite à la vidéo sur les grands nombres, puisque la vidéo sur les grands nombres se termine en quelque sorte sur le nombre de Graham, qui est un nombre absolument gigantesque. Et donc j'explique dans cette vidéo la définition du nombre de Graham sans dire vraiment à quoi il sert et dans quel contexte il apparaît. Alors je ferai probablement un jour une vidéo sur la théorie de Ramsey, d'une manière générale, qui est la théorie dans laquelle ce nombre apparaît. Voilà, qui est une théorie aussi qui est vraiment chouette, c'est la théorie des graphes, de la combinatoire. Et alors par contre, sur cette question, je voulais quand même dire quelque chose, parce que c'est vrai que souvent, à chaque fois que je termine une vidéo, il y a encore des points dont je parle dans la vidéo et auxquels je réponds pas. En l'occurrence ici, le nombre de Graham. Quand j'avais fait la vidéo sur le nombre d'or, il y avait plein de gens qui m'avaient posé des questions sur la suite de Fibonacci. Quand j'ai fait la vidéo sur l'addition de tous les nombres entiers, il y en a plein qui m'ont posé des questions sur comment est-ce qu'on montre la somme des carrés, etc. J'ai juste envie de vous dire, alors là sur ça c'est quelque chose auquel il va falloir vous habituer, c'est quand on fait de la science, et ben, à chaque fois qu'on répond à une question, ben, il y a plein d'autres questions qui apparaissent et auxquelles on répond pas. Donc forcément, à chaque fois que je ferai des vidéos, il y aura d'autres questions qui viendront. Et en l'occurrence, même si un jour je fais la vidéo sur le nombre de Graham, soyez sûr qu'à la fin de cette vidéo, il y aura encore plein d'autres questions auxquelles j'aurai pas répondu et qui vous viendront. Donc ne vous attendez pas à ce qu'un jour j'ai totalement clos un sujet, ça c'est juste pas possible. Parce qu'il y a un peu cette idée là des fois dans les gens qui me posent ces questions là, c'est ah mais t'as pas fini de traiter le sujet quoi, tu parles de ça mais t'as pas fini de le faire. Mais où que je m'arrête, j'aurais jamais fini de toute façon, donc il faut bien à un moment donné stopper. Et je fais pas forcément des vidéos sur le même thème à la suite, parce que j'aurais pu suite au grand nombre faire tout de suite une vidéo sur le nombre de Graham. Mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus, c'est toujours un peu la même idée que c'est un peu un bric-à-brac mathématique, j'aime bien faire les choses un peu dans le désordre, un peu dans tous les sens, et puis après on va piocher ce qu'on veut à l'intérieur. Si je me mets à chaque fois à faire une vidéo pour répondre aux questions qui sont laissées en suspens par la vidéo précédente, eh bien, je vais finir par toujours rester dans le même thème, et à jamais changer, à jamais faire d'autres choses que toujours la même chose. Donc voilà, la théorie de Ramsey et le nombre de Graham, probablement un jour. Je ne sais pas encore précisément quand, mais c'est un truc vraiment très intéressant. Comme toutes les maths d'ailleurs. Pourras-tu nous décrire ultérieurement les travaux d'Alan Turing? Quel est le plus grand mathématicien selon toi? Et pourrais-tu aborder des mathématiques probabilistes? Alors ça fait 3 questions. Alan Turing, j'aimerais bien vous parler un peu d'Alan Turing à un moment donné, notamment des machines de Turing qui sont des trucs assez fascinants. Au début j'avais un peu dans l'idée de faire ça ce mois de janvier 2015, parce qu'il y a un film qui va sortir, qui est déjà sorti dans les pays anglo-saxons mais qui va sortir en France fin janvier sur justement Alan Turing. Ce film c'est The Imitation Game. Et du coup, des fois, je me dis que ça peut être bien comme ça, de surfer sur une actualité pour sortir un sujet qui s'en rapproche. Ceci dit, je pense que je vais pas avoir le temps de le faire prochainement, parce qu'il y a encore plein de choses. Je sais pas encore exactement comment je vais en parler, dans quel ordre, donc j'ai pas envie de précipiter une vidéo juste pour en parler, pour que ça colle à l'actualité, et faire une vidéo dont je serais pas satisfait et dont je me dirais en la sortant que j'aurais pu faire mieux en attendant encore un peu. Donc voilà, Alan Turing, ouais, il y a plein de choses intéressantes à dire sur Alan Turing, forcément, mais voilà, je sais pas non plus encore quand. Mais il y a tellement de choses intéressantes à dire en maths, donc j'arrête pas de vous dire que je ferai un jour, mais ça, après, on verra dans combien de temps. Quel est le plus grand mathématicien selon toi?
Il y en a beaucoup des grands mathématiciens. Alors en général, quand on parle du plus grand mathématicien, on pense souvent à Leonhard Euler, qui est vraiment un très grand mathématicien avec plein de choses. Quand on fait des maths dans n'importe quel domaine, il y a plein de trucs qui s'appellent selon le nom de l'air. Hein. Il y a la constante de l'air, il y a les graphes de l'air, etc. Enfin, il y a plein de choses. Moi, alors je sais pas si c'est la question de plus grand ou moins grand, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Henri Poincaré. Voilà, c'est un de mes mathématiciens préférés. J'aime bien aussi la façon dont il faisait des maths, j'aime bien l'esprit avec lequel il aborde les mathématiques. C'est probablement un des mathématiciens dont je me sens le plus proche aussi, voilà, dans cette approche des mathématiques. D'ailleurs, j'aime bien, c'est aussi un mathématicien qui a fait beaucoup de citations, et j'aime bien ses citations sur les mathématiques. Dans une précédente vidéo, celle sur la somme de tous les nombres entiers, je vous avais dit cette citation d'Henri Poincaré qui est faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. Et il y a pas mal de choses, cherchez si vous voulez sur internet des citations de Poincaré, il y a pas mal de choses qui font pas mal réfléchir sur ce que sont les mathématiques et sur la nature des mathématiques et comment on fait des mathématiques. Ah, et pourras-tu aborder des mathématiques probabilistes? Alors, comme pour tous les autres thèmes, oui, je ferai un jour des mathématiques probabilistes, d'autant que c'est ma spécialité. Ma thèse, je l'ai fait sur des probabilités. Donc, quand je vous parlerai du sujet de ma thèse, je ferai des probabilités. C'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup. Avec le piège aussi, c'est que quand on a un sujet qu'on connaît trop bien, c'est pas forcément plus facile de le vulgariser et de se mettre à la place des gens qui le connaissent pas du tout. Donc ça, c'est aussi un piège que j'ai en tête et qu'il faudra que j'évite au maximum. Mais forcément, j'adore les probas, donc j'en ferai un jour. Est-ce que tu feras une autre vidéo sur les hexaflexagones? Oui, ça fait aussi partie. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur les hexaflexagones à 3 faces, en vous disant après que je ferai certainement un jour une vidéo sur les hexaflexagones à plus de faces. C'est pareil, ça arrive, ça fait partie des quelques-uns déjà sur les dernières vidéos, ça fait partie des sujets que j'hésitais à traiter assez rapidement, donc oui, ça va venir probablement très rapidement. Je sais pas si ce sera la prochaine ou la suivante, mais ça c'est vraiment là, c'est imminent. Te lanceras-tu dans des vidéos traitant de sujets plus élaborés, intégrales, nombres complexes, équations paramétriques? Alors ça, c'est une question vraiment intéressante que je me suis beaucoup posée ces derniers temps. Alors j'ai déjà fait il y a quelques temps, au début de la chaîne, des vidéos sur des sujets plus élaborés, notamment sur les structures algébriques. Ceci dit, la question que je me pose, c'est comment intégrer effectivement des vidéos d'un niveau plus élevé dans cette chaîne de vulgarisation où tout le monde n'a pas forcément un bagage mathématique. Ceci dit, je suis convaincu vraiment que, toujours dans le côté un peu bric-à-brac mathématique, que c'est très intéressant de mettre l'une à côté de l'autre des vidéos qui peuvent traiter de sujets très simples comme de sujets plus complexes. Pour faire une comparaison, quand je fais mes ateliers mathématiques dans les classes, notamment les ateliers périscolaires, j'arrive toujours dans la classe avec un grand bac plein d'énigmes, de casse-têtes, de jeux de construction en tout genre. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait vraiment des casse-têtes de plein de niveaux différents, y compris des casse-têtes vraiment durs et des casse-têtes qui peuvent être trop durs pour les enfants auxquels je les amène. Parce que ça fait aussi partie de la science pour moi de savoir trier les questions auxquelles on va s'attaquer, trier, d'être capable de reconnaître ce qu'on est capable de voir ou ce qu'on n'est pas capable de voir. Quand on fait de la science, quand les scientifiques arrivent dans le monde et qu'ils essayent de comprendre les choses, il n'y a pas des étiquettes sur les problèmes en disant tiens ça c'est facile à faire, ça c'est plus compliqué à faire. Voilà, les choses ne sont pas pré-mâchées, les choses ne sont pas déjà classées. Il y a vraiment tout à découvrir. Et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant, très constructif pédagogiquement aussi d'être confronté à ces choses qui sont plus complexes. Quand j'étais plus jeune, j'adorais aussi aller voir des fois des conférences mathématiques auxquelles je comprenais pas forcément toujours grand chose, mais rien que de m'en imprégner, d'être là, de regarder un peu l'ambiance dans la salle, les gens qui se regardent. Des fois, au milieu d'une démonstration, il y a 2-3 lignes que j'arrivais à comprendre, alors j'étais très content. Et ça fait aussi partie de la formation aussi, de ça, des fois d'avoir des moments où on comprend pas tout. Quand on est petit d'ailleurs, je pense que le moment le plus constructif dans l'apprentissage, c'est le moment où on est bébé. Quand on apprend le langage, les bébés sont entourés d'adultes autour d'eux qui parlent, qui disent des phrases auxquelles ils comprennent rien, mais petit à petit ils s'entendent qu'il y a des mots qui reviennent, qu'il y a des choses qui se mettent en place comme ça. Et finalement, l'apprentissage du langage chez les petits, c'est pas petit 1, petit 2, petit 3 dans l'ordre selon la difficulté des mots. C'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus floue, de manière beaucoup plus diffuse. Et j'aime bien vraiment cette façon d'aborder la pédagogie, d'aborder l'apprentissage, de dire qu'il ne faut pas trop prémâcher les choses, il ne faut pas trop mettre de l'ordre à l'avance dans la façon dont ça va être, dont on va faire apprendre les choses.
Donc c'est pour ça aussi que je suis très attaché à ce côté bric-à-brac un peu dans n'importe quel ordre, et puis chacun vient piocher ce qu'il veut dedans. Après, évidemment, ça pose quand même des questions, c'est que si quelqu'un tombe sur ma chaîne directement par une vidéo qui est trop difficile pour lui, comment est-ce qu'il va le prendre? Est-ce qu'il va avoir la curiosité d'aller voir à côté qu'il y a aussi d'autres choses qui lui correspondent plus? Ça, j'en sais rien, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop. Donc j'ai dans l'idée, alors peut-être pas d'attaquer tout de suite des très gros problèmes avec plein de calculs et tout ça, mais petit à petit, de temps en temps, de mettre une vidéo un petit peu plus complexe, un peu plus sophistiquée, et de voir comment ça réagit, quoi. Je m'adapterai après en fonction de ça, voir si les gens le prennent bien, si au contraire c'est très frustrant pour certaines personnes de ne pas tout comprendre dans une vidéo. Pour l'instant, je sais pas, voilà, j'aimerais bien aller vers ça. Continuer évidemment à faire aussi des vidéos simples, des vidéos pour tout le monde, des vidéos avec des constructions, avec de l'origami, des choses comme ça, mais mélanger un peu tout ça. Quand ferez-vous une vidéo sur Pi? Alors là, je remarque que tu me demandes pas si je ferai une vidéo sur Pi, mais tu me demandes quand je la ferai, et tu as bien raison, parce que forcément, Pi, c'est un sujet aussi totalement passionnant, et un nombre star en mathématiques que je vais forcément traiter à un moment donné. Il se trouve que tous les ans, le 14 mars, il y a un jour qui s'appelle le jour de Pi. Pourquoi le 14 mars? Parce que mars, c'est le 3e mois, et donc ça fait 3-14. Alors c'est une journée qui vient plutôt du monde anglo-saxon, dans lequel on note les dates à l'envers, donc ça fait bien 3-14, alors que si on le note en français, ça fait plutôt 14-3, mais dans la mesure où il n'y a pas de 14e mois, on est obligé de prendre quand même ce mois-là, même en France. Donc voilà, le 3-14, le 14 mars, c'est le jour de Pi, et cette année 2015, c'est donc le 3, 14, 15, et donc on gagne 2 décimales de plus sur l'écriture de Pi, donc ça va vraiment être un jour de Pi particulier, et j'aimerais bien à ce moment-là en profiter pour parler de Pi. Alors certainement, voilà, je sais pas encore sous quelle forme, peut-être plusieurs petites vidéos courtes, ou alors une vidéo vraiment qui traite de Pi, je sais pas, j'ai pas encore totalement réfléchi, ça va venir assez vite, c'est quand même dans 2 mois là maintenant, le mois de mars, mais voilà, j'ai l'intention à ce moment-là de faire un petit truc autour du nombre Pi pour l'occasion de la journée de Pi. Pourriez-vous un jour, dans un de vos épisodes, parler des plus grands problèmes non résolus, et plus particulièrement du problème P égale NP? Alors le problème P égale NP, ouais, c'est effectivement un problème super intéressant, un problème passionnant aussi, qui fait partie des 7 problèmes du millénaire qui sont mis à prix à 1 million de dollars. Oui, j'en parlerai, j'ai déjà parlé un peu d'Alan Turing dans une précédente question, donc ça tourne autour des mêmes sujets, peut-être à ce moment-là je pourrais l'évoquer. En tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a des choses à dire, sur lequel j'ai des choses à dire, et passionnantes. Par contre, pourrez-vous parler des plus grands problèmes non résolus? Ben là, j'ai envie de dire, ça dépend desquels, parce que, alors déjà, parmi les plus grands problèmes non résolus, il y en a que je comprends pas moi-même, donc évidemment, je peux pas vous en parler. Et même parmi ceux que je comprends un peu, il y en a certains dont j'ai aucune idée de comment je pourrais l'expliquer. Donc déjà, ça et là, vous imaginez bien que si c'est des plus grands problèmes non résolus, c'est qu'il y a une raison, et c'est pas non plus un truc comme ça qu'on peut comprendre en claquant des doigts. Après, voilà, effectivement, il y a des problèmes qui sont non résolus, parce que la réponse est difficile à trouver, mais la question peut être quand même facile à formuler, peut être compréhensible après à différents niveaux. Oui, donc voilà, mais ça d'ailleurs j'ai déjà commencé à le faire, parce que par exemple, dans la vidéo sur la somme de tous les nombres entiers, je vous ai parlé un peu de l'hypothèse de Riemann, qui est aussi un des problèmes du millénaire. Si je vous fais une vidéo sur mon sujet de thèse, il y a aussi des problèmes non résolus là-dedans. Voilà, donc petit à petit, alors ça fait pas partie des plus grands problèmes non résolus, là tu parles des plus grands problèmes non résolus, donc voilà, après ça dépend à quel point on met un problème comme étant un grand problème non résolu ou pas. Mais voilà, donc dans mes vidéos, ça risque d'être disséminé de temps en temps, il y a plein de sujets qui sont pas résolus, des conjectures en maths, donc il y en aura de temps en temps. Vas-tu faire des vidéos sur les quaternions? Vas-tu continuer tes vidéos en plusieurs parties qui expliquent plusieurs notions d'une même branche, comme sur les structures algébriques par exemple? Parleras-tu de l'utilisation étrange que font les physiciens de la notation différentielle d sur dx? Ça reprend un peu la question précédente sur les sujets plus élaborés, c'est-à-dire que là, effectivement, ça fait partie des sujets qui sont plus techniques, qui demandent un peu plus de bagages pour les comprendre, voilà, notamment la vidéo sur les nombres algébriques, si je veux faire des choses dans le même genre. Donc je vais essayer d'y venir petit à petit, d'essayer de faire des choses un peu plus compliquées, comme je l'ai déjà dit, mais voilà, ça va venir petit à petit, et après j'adapterai selon vos réactions. Feras-tu une vidéo sur les nombres univers, comme pi? Alors déjà, le nombre pi, c'est pas encore démontré, hein, on pense, ça fait partie des conjectures, justement, grand problème non résolu. Le nombre pi, on n'est toujours pas sûr que ce soit vraiment un nombre univers. Ceci dit, sur les nombres univers, je pense pas que j'en ferai, parce qu'il se trouve que YPensée a déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur le même sujet, qui est très bien faite. J'ai pas spécialement
grand chose à ajouter là-dessus. Donc voilà, quand il existe déjà des très bonnes vidéos sur ce sujet-là. Les mathématiques, c'est tellement vaste que vraiment, on n'est pas trop d'être plusieurs pour pouvoir en parler. Donc quand il y a un autre vidéaste qui parle d'un sujet, il n'y a aucune raison de faire une deuxième vidéo sur le même sujet. Il y a suffisamment d'autres sujets à traiter. Donc je pense qu'en l'occurrence, les nombres univers, non, j'ai aucune raison de le faire. Feras-tu des vidéos explicatives sur des concepts comme les équadifs? Même réponse que pour les précédents, les équadifs ça fait partie. Alors ça dépend ce qu'on appelle les équadifs, c'est-à-dire vraiment des explications sur la technique des équadifs. Ça fait partie des vidéos plus complexes, qui viendront peut-être à un moment donné, mais voilà, plus techniques. Par contre, parler un petit peu des choses qui ressemblent à des équadifs sans vraiment dire le nom, ça je l'ai déjà fait, je le referai probablement des fois. Dans la vidéo sur les logarithmes, à la fin, quand je parle de la vitesse des voitures et la voiture qui va à une vitesse qui est égale à sa position, eh bien c'est tout à fait une équation différentielle dont on ne prononce pas le nom. Donc ça, oui, les équadifs, elles sont utiles dans des tas de domaines en mathématiques, et donc il y a plusieurs fois où je pourrais effectivement parler un peu d'équadifs sans forcément le dire. Après, rentrer vraiment dans le dur du sujet, ça, je ne sais pas encore, mais ça fait partie des potentielles vidéos plus complexes qui pourraient arriver. Quels sont tes youtubeurs culturels préférés ? Je suis pas sûr en fait d'avoir une réponse très originale à cette question. Je pense que ceux qui ont beaucoup de succès le méritent et j'adore les regarder. J'adore y penser, j'adore Axolot, j'adore Dirty Biology. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime aussi beaucoup Florence Porcel et sa folle histoire de l'univers. Sinon, pour rester dans les maths, j'aime aussi beaucoup, il vient juste de se lancer, c'est la chaîne d'LJJ qui fait des vidéos de maths lui aussi, que j'adore. Voilà, il en a 5 ou 6 déjà. Et Gigi, ça fait déjà un petit moment qu'il a un blog qui est génial aussi, qui s'appelle Chou Romanesco, Intégral Curviligne et Vache qui rit. Je suis pas sûr de les avoir dans l'ordre, mais c'est quelque chose comme ça. Et voilà, j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, vous pouvez aller y jeter un œil aussi. Ces vidéos sont très bien faites. Une petite explication pour monter l'étoile en origami de 120 pièces, sinon je n'arriverai jamais à la finir. Oh là là, alors une explication peut-être pas ici, juste pour ceux qui savent pas, non elle est pas, hop, je la montre à tout le monde quand même. C'est voilà, cette étoile là, j'en avais parlé dans la vidéo sur les étoiles en origami. Je sais pas si tu as vu, mais dans la vidéo sur les étoiles en origami, il y a déjà pas mal de gens qui ont discuté de cette question-là dans les commentaires, donc il y a déjà pas mal de réponses qui sont intéressantes et d'indices pour réussir à bien la monter. Je pense que ça devrait pas mal t'aider. Après il faut de la patience et de la méthode pour arriver à bout. Pourquoi 42? Parce que 6 x 7. Quelle est la différence entre une banane? Syntaxe error. Quelle est ta fonction mathématique préférée et pourquoi? Ça, j'ai toujours un peu de mal avec les questions du genre quel est ton truc préféré, parce que ça change un peu tous les jours, je suis assez instable de ce point de vue-là. Maintenant, comme je suis probabiliste, je pense que je répondrais quelque chose comme un mouvement brownien, mais le problème c'est que si je réponds ça, il faut que j'explique ce que c'est qu'un mouvement brownien. Alors un mouvement brownien, grosso modo, c'est une fonction aléatoire, c'est-à-dire un peu comme quand on jette un dé, on tire un nombre au hasard. Alors, si j'ai un dé, je jette le dé, ça fait un nombre entre 1 et 6 au hasard. Une fonction, au lieu de trouver un nombre entre 1 et 6, on trouve une fonction au hasard, dans un certain sens qu'il faut préciser, parce que là du coup il y a plein de paradoxes qui peuvent apparaître quand il commence à y avoir une infinité d'éléments parmi lesquels on tire au hasard, et voilà, ça donne des jolies fonctions avec des propriétés incroyables. Mais je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, peut-être un jour. La coupe de cheveux, c'est calculé par de savants calculs mathématiques ou c'est un don? Je pense que quand tu as posé la question, tu avais encore l'image avec la touffe de cheveux sur la tête. En fait, je me coupe les cheveux 2 fois par an au moment des solstices. Donc du coup, là, comme on est en janvier, on est en période courte, mais ça va réaugmenter, et puis jusqu'en juin, et puis ça fait un cycle de 6 mois comme ça. Voilà. Trouves-tu les mathématiques poétiques? Pourquoi? Trouves-tu les mathématiques poétiques? Ça, c'est facile de répondre. Oui, je trouve les mathématiques poétiques. Pourquoi? Là, c'est beaucoup plus dur de répondre. Parce que la poésie, c'est toujours un peu personnel. C'est de l'ordre du ressenti, de l'émotion, des choses comme ça. Donc, même la poésie, si je vous demande si vous trouvez Baudelaire ou Rimbaud ou Verlaine poétique, oui, on peut. Mais pourquoi? Expliquer pourquoi on trouve quelque chose poétique, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui trouvent les mathématiques poétiques, c'est très courant. Il y a une sorte d'harmonie dans les théories, il y a quelque chose de très élégant, de très bien structuré, il y a une sorte de rythme, quelque chose en même temps qui vient derrière les mathématiques, mais ça c'est quelque chose, il faut pratiquer les mathématiques, il faut le vivre pour le ressentir, et du coup, juste si vous voulez
trouvez vous aussi les mathématiques poétiques. J'espère que mes vidéos peuvent vous y aider. Essayez de voir vous-même, de faire des mathématiques, de trouver la façon dont vous aimez voir les mathématiques, parce que aussi il y a plusieurs styles de mathématiques, comme il existe plusieurs styles de poésie, donc ça après il faut trouver la façon qui nous touche le plus, mais oui, il y a aussi beaucoup d'émotionnel et quelque chose de très beau dans les mathématiques. Viens m'apprendre les maths s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. 2 plus 2, 4. 2 plus 2 s'il te plaît, c'est pour un DM, merci. Vous êtes dans la même classe? As-tu une démonstration valable de l'hypothèse de Riemann? Oui, j'ai une démonstration valable de l'hypothèse de Riemann, mais là la vidéo est un peu courte, je ne vais pas pouvoir vous en parler maintenant. Quelle équation t'a le plus marqué? Ça aussi, il y en a beaucoup, ça. La formule, je vais prendre le mot équation dans un sens, une formule mathématique au sens très large. Quand j'étais petit, le premier souvenir d'une égalité mathématique qui me troublait et qui m'a marqué, c'est, ça peut paraître tout bête, mais c'est 3 plus 5 égale 8. Je me rappelle que quand j'avais peut-être 6-7 ans, et je me rappelle de retourner ça dans ma tête et de me dire, mais il y a quelque chose de vachement bizarre dans cette égalité. 3 plus 5 égale 8. Je la trouvais un peu bancale, un peu étrange, un peu bizarre cette égalité-là. En fait, je crois que après, alors je me le formulais pas forcément très bien quand j'étais petit, même pas du tout, j'avais juste un peu ce sentiment-là d'un truc bizarre. Il y a le côté que 3 et 5 c'est deux nombres impairs, alors que 8 c'est un nombre pair. C'est cette découverte un peu que quand on additionne deux trucs de même nature, on additionne deux nombres impairs, on trouve un nombre pair, donc deux trucs de même nature qui donnent un truc de nature différente. Et puis le côté que si par exemple on additionne 3 et 3, 6, ça fait bien deux nombres impairs qui donnent un pair, mais c'est pas pareil, parce que dans le 6, il y a quand même un peu du 3. C'est 2 fois 3, quand on prend 6 et qu'on l'arrange, ça fait 2 rangées de 3 par exemple. Alors que 3 plus 5 égale 8, mais dans le 8, il n'y a ni 5 ni 3. C'est vraiment, il y a quelque chose d'assez bizarre. Voilà, le côté que 3 et 5 c'est des nombres premiers, alors que 8 c'est une puissance de 2, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, alors évidemment, tout ça je ne le savais pas quand j'étais tout petit, mais ça c'est plus une analyse que je fais maintenant. Mais vraiment, c'est vraiment un des tout premiers souvenirs d'étonnement mathématique que je peux avoir, quoi. Ça, je me rappelle comme ça d'être là en réflexion et de dire c'est bizarre quand même, 3 plus 5 égale 8. Bon, puis après, quand même, j'ai fini par m'y faire assez facilement quand même à cette égalité. Sinon, une équation qui me marque encore pas mal aujourd'hui, c'est probablement l'égalité du théorème de Pythagore, quoi. Dans un triangle rectangle, voilà, si on note A et B, les longueurs des deux côtés de l'angle droit, et C, celle de l'hypoténuse, on a A au carré plus B au carré, qui est égal à C au carré. Ça, c'est vraiment un truc qui me fascine et que je trouve très très étrange, que j'ai encore... En fait, je pense que je peux dire que j'ai jamais vraiment réussi à comprendre le théorème de Pythagore, même si ça peut paraître très étrange, même si c'est un théorème qu'on voit que au collège, c'est quelque chose que je trouve toujours très étrange, ce théorème. Disons, quand on cherche à comprendre un résultat en mathématiques, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a le fait déjà de faire une démonstration rigoureuse, c'est bien la démonstration rigoureuse, mais on essaye aussi toujours d'avoir une sorte d'intuition sur les choses qu'on fait, que ce soit pas juste de la technique et qu'on comprend pas vraiment ce qu'on fait, avoir une intuition, avoir une compréhension un peu intuitive du problème. Et il y a certains théorèmes, par exemple, qui quand on les énonce, ils paraissent tout simples, mais qui techniquement sont durs à démontrer. On peut prendre, par exemple, il y a un théorème qui est si vous prenez une feuille de papier, que avec un crayon, vous posez le crayon dessus, et puis vous tracez une ligne sans jamais lever le crayon, et vous tracez une ligne qui se recoupe jamais elle-même, qui se croise pas, comme ça, et puis qui revient au même point d'où elle est partie. Donc en fait, ça fait une sorte de cycle. Si après vous prenez des ciseaux et que vous découpez le long de cette ligne, eh bien vous allez découper la feuille de papier en deux morceaux. Deux morceaux seulement, et pas trois, pas quatre, mais exactement deux morceaux. Et bien ça, c'est un théorème qui paraît très évident, quoi. C'est-à-dire dans la mesure où la courbe se recoupe pas sur elle-même, qu'il n'y a pas de croisement, ça va donner, grosso modo, la courbe elle a un intérieur, un extérieur, et donc il y a deux morceaux dans la feuille. Mais mathématiquement, la démonstration de ça, c'est assez dur, techniquement. Si je vous demande, là, ce que je viens d'énoncer, de le démontrer, de donner des arguments pour dire que c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors on sait le démontrer aujourd'hui, mais c'est pas, pour donner des arguments, c'est pas facile du tout. Donc vous voyez que ça, c'est un théorème qui est relativement facile à comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir la démonstration pour être totalement convaincu que c'est vrai. Et puis en plus, il y a la démonstration technique à côté. Pour le théorème de Pythagore, c'est un peu le contraire pour moi, c'est-à-dire que je sais qu'il est vrai parce qu'il existe une démonstration. Et j'ai jamais réussi à avoir pour le théorème de Pythagore
à me mettre dans cet état d'évidence qui me fait dire mais oui, c'est évident que le théorème de Pythagore il est vrai, quoi. C'est-à-dire que je n'accepte la véracité du théorème de Pythagore que parce que je sais qu'il existe des démonstrations à côté, j'arrive pas à me détacher du fait qu'il existe des démonstrations pour être convaincu que c'est vrai. Et le théorème de Pythagore, il y a évidemment la version simple qu'on voit au collège avec voilà, le triangle rectangle, mais c'est vraiment un théorème qui infuse dans toutes les mathématiques derrière, c'est-à-dire qu'on le trouve vraiment partout quand on calcule des normes dans des espaces, vectoriels, dans des espaces quelconques, quand on fait des statistiques, par exemple, la méthode des moindres carrés, pourquoi il y a des carrés? Parce que c'est un peu le même principe, quoi. Il y a du théorème de Pythagore, c'est-à-dire c'est une sorte de version modifiée du théorème de Pythagore qui s'applique dans les statistiques. Un peu partout dans les mathématiques, on a ce problème-là qui est pourquoi est-ce qu'on met des carrés sur les nombres, pourquoi c'est C au carré qui est égal à A au carré et B au carré et pas au cube, voilà. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'étonne et qui m'étonne encore beaucoup, et je sais pas si j'ai déjà croisé quelqu'un, un mathématicien, j'en ai déjà pas mal parlé avec pas mal de gens de ce truc, mais je sais pas si j'ai croisé quelqu'un dont j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait compris le théorème de Pythagore. J'ai l'impression que personne encore comprend vraiment le théorème de Pythagore dans ce sens-là, dans ce sens vraiment arriver à un état d'évidence. Et si vous comprenez le théorème de Pythagore, contactez-moi parce que ça m'intéresse. Est-ce que tu t'es déjà intéressé au divin d'un point de vue mathématique? Et il y a une autre question qui me dit « exponentielle de pi plus 1 égale 0, donc Dieu existe ». Il y a plusieurs mathématiciens qui ont écrit des pseudo-démonstrations autour de l'existence ou de l'inexistence de Dieu, mais tout ça, ça reste plutôt des gags. En réalité, les mathématiques ne sont pas vraiment adaptées pour s'attaquer à ce genre de problème. Je remarque seulement que quand tu as écrit « donc Dieu existe », tu as mis une majuscule à « donc » et pas à Dieu, ce qui prouve certainement que tu as plus confiance dans la logique que dans ce personnage de fiction. Hasard ou coïncidence? Oui. Bonjour, quelle est la meilleure anecdote concernant les mathématiques? Une démonstration préférée, une méthode de résolution de problème ou autre? Alors c'est pareil ça, la meilleure ou tout ça, ou mes préférés, je sais pas si c'est mes préférés, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire là comme ça, mais je peux en choisir une. Disons que mes démonstrations préférées, ce que j'aime bien en maths dans les démonstrations, c'est quand un problème qui paraît compliqué, on arrive à trouver un point de vue, on arrive à changer la façon dont on voit le problème, à modifier un petit truc qui fait que d'un seul coup le problème devient évident et que ça tombe d'un seul coup juste comme ça, non pas en faisant des gros calculs, non pas en faisant beaucoup de techniques, mais juste avec une idée lumineuse, quoi. Comme ça d'un seul coup il y a un éclair, tac, on a compris quelque chose et ça marche. Et justement, alors, pour vous donner un exemple de tel problème, un que j'aime bien, c'est l'exemple des deux marcheurs. Vous en avez deux qui sont distants de 10 km. Vous en avez deux comme ça, avec 10 km entre les deux, et ils marchent l'un vers l'autre, chacun à la vitesse de 5 km/h. Donc celui-ci il va à 5 km/h, et donc forcément ils vont se retrouver au milieu, etc. Mais au début ils sont ici, ils vont marcher à 5 km/h. Et à côté de ça, il y a un cycliste, qui au début est à côté du premier marcheur, et qui lui avance à 20 km/h, mais vers le deuxième marcheur. Donc il va à 20 km/h comme ça, et puis quand il rencontre le deuxième marcheur, il se retourne et il repart vers le premier. Puis quand il rencontre le premier, il se retourne et il rencontre le deuxième à nouveau, et puis il se retourne et puis il fait comme ça des zigzags. Quand il se retourne instantanément, comme ça il fait des zigzags, et puis il s'arrête au moment où tout le monde se retrouve. Et la question c'est, au moment où tout le monde se retrouve, où les deux marcheurs se rencontrent et où donc le cycliste est entre les deux et au même endroit, combien de kilomètres le cycliste a-t-il parcouru? Donc je vous rappelle que les deux marcheurs marchent à 5 km/h, ils sont distants de 10 km au début, et le vélo va à 20 km/h. Quand on pose cette question, très souvent, les gens auxquels on le pose ont une méthode qui consiste à découper le trajet du cycliste en considérant, on regarde d'abord, il part avec le premier marcheur, on regarde combien de temps, combien de distance il parcourt pour rejoindre le deuxième marcheur, sachant que le deuxième marcheur il va aussi dans l'autre sens, donc il ne va pas parcourir totalement 10 km. Et puis après, on regarde combien de temps il va mettre pour aller jusqu'au premier marcheur, puis la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape. Autrement dit, on calcule toutes les étapes, et puis à la fin, on fait la somme de tout ça, donc c'est ce qu'on appelle un calcul de somme de série en mathématiques. Ça fait des calculs, c'est assez long, il faut prendre une feuille, un papier, un crayon, refaire tout ça, et puis utiliser des calculs, utiliser de la technique pour réussir à trouver la réponse. Et puis il y a une autre méthode, il faut y penser, mais qui fait qu'on peut résoudre le problème vraiment instantanément. La deuxième méthode, elle consiste à dire simplement que les deux marcheurs, qui sont distants de 10 km et qui marchent à 5 km/h chacun l'un vers l'autre, eh ben, ils vont se rencontrer au milieu, au bout d'une heure, puisqu'ils auront parcouru chacun 5 km et qu'ils marchent à 5 km/h.
Donc au total, sans même savoir combien de zigzags a fait le vélo et à quel endroit il s'est retourné, on sait que le vélo, il a roulé au total pendant 1 heure. Donc il a roulé pendant 1 heure à 20 km/h, donc il a fait 20 km. Tout simple. Et donc, puisque tu me demandais aussi une anecdote concernant les mathématiques, eh ben, il y a une anecdote justement à propos de ce problème qui est assez amusante. Des anecdotes, il y en a plein à propos des mathématiciens, les mathématiciens qui sont un peu distraits, qui sont des gens un peu bizarres, etc. Et celle-ci, elle concerne un mathématicien qui s'appelle von Neumann. Et un jour, il y a quelqu'un qui a posé cette question, celle que je viens de vous poser, à von Neumann en lui disant, voilà, les gens, alors c'était pas forcément des marcheurs ou des vélos, mais enfin voilà, on peut adapter aussi les vitesses, etc. Mais c'est toujours le même principe. Et il lui pose le problème. Et quand il a fini de lui poser le problème, von Neumann, instantanément, à la fin, il lui répond 20 km/h. Et alors là, la personne qui avait posé la question, elle est toute enthousiaste, elle dit « Oh là là, vous avez eu l'idée, c'est incroyable, parce que vous savez que la plupart des gens, quand on leur pose ça, ils ont d'abord l'idée de faire le calcul d'une série. » Et là, von Neumann, il fait « Ben oui, mais c'est ce que j'ai fait. » Comme quoi, la difficulté théorique d'un calcul dépend aussi pas mal du cerveau qui fait le calcul. Entre 0 et 1, qu'est-ce qui est le plus proche de l'infini? Écoute, là on a envoyé 2 types mesurer ça, ils sont pas encore revenus, donc on n'a pas la réponse pour l'instant, mais ça va venir. Quel est ton futur grand projet et pourrais-tu faire une vidéo sur les exponentielles? Alors sur les exponentielles, oui, peut-être un jour, c'est pas spécialement planifié pour l'instant, j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur les logarithmes, mais voilà, c'est aussi un sujet très intéressant et assez central en maths. Quel est mon futur grand projet? De continuer à faire des maths, à expliquer les maths aux gens, à faire des ateliers, à faire des vidéos, à trouver d'autres moyens de diffuser les mathématiques avec le plus de gens et à continuer à s'amuser avec ça. Je ne sais pas si c'est un grand projet, mais en tout cas c'est mon projet et il me plaît bien. Que pensez-vous de la théorie du philosophe Jean-Claude Van Damme comme quoi 1 plus 1 égale 11 et ça c'est beau? Et si pour Jean-Claude Van Damme 1 plus 1 égale 11, alors que font 11 plus 1? On pourrait parler d'arithmétique modulaire là, non, mais je sais pas s'il faut que je réponde à cette question au premier degré, parce que Allez. Vous savez que quand on fait des calculs modulo un certain nombre, ça veut dire qu'on considère qu'on a une pendule. Par exemple, sur une pendule, si je vous dis qu'il est 9 heures, quel nombre indiquera la pendule dans 6 heures? Elle indiquera 3. Donc 9 plus 6 égale 3. Mais 9 plus 6 égale 3 modulo 12, c'est-à-dire en considérant qu'on fait des cycles de 12. Eh bien, si on fait des cycles de 3, eh bien, on peut démontrer qu'un nombre est toujours égal à la somme de ses chiffres. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez 15, eh bien 15, vous faites 1 plus 5, donc ça fait 6. Eh bien, modulo 3, donc sur une horloge à 3 nombres, eh bien 6 est égal à 15. Et c'est vrai, parce que pour passer de 6 à 15, eh bien, il faut ajouter 9, et donc on fait juste 3 tours de pendule. Donc autrement dit, 1 plus 1 égale 11, oui c'est bien vrai, modulo 3. Et donc 11 plus 1 ça fait 111, mais ça fait aussi 1 plus 1 plus 1, donc 3. Donc on vient de démontrer que 111 était un multiple de 3. Et ça c'est beau. Connais-tu cet objet de torture cérébrale? Je vous mets l'image ici qui accompagne la question. Oui, je connais, j'ai déjà essayé, mais je ne sais pas le faire, franchement. Je me suis arrêté au Rubik's Cube 3 x 3 x 3, le classique personnellement. Juste pour se la péter, combien de décimales de pi es-tu capable de réciter comme ça de tête? 3, 14, 15, 92. J'en connais 6 après la virgule. Je sais pas si ça permet de se la péter ça, mais pas plus. Plutôt classique ou métal? Entre les deux, plutôt classique. Ça m'arrive d'écouter un peu de classique et vraiment plus rarement du métal, mais en fait plutôt ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Bonjour, penses-tu que l'intelligence est une chose que l'on peut acquérir avec le temps et en travaillant dur bien sûr, ou bien est-elle innée? Eh ben, j'en sais rien, je sais pas. Évidemment, en travaillant, on peut toujours améliorer des mécanismes, travailler ça et s'améliorer. Ceci dit, est-ce qu'il y a une part d'inné ou est-ce qu'il faudrait demander à un spécialiste du cerveau? Moi, j'en sais rien. Ceci dit, il y a un peu. Déjà, il faudrait définir ce que c'est que l'intelligence, parce que c'est un mot qui est assez flou, assez vague. Étant donné que tu me poses cette question et que je fais une chaîne de maths, je comprends le mot intelligence dans un sens un peu probablement étroit, qui est l'intelligence à comprendre des sciences, à faire des mathématiques, à faire des raisonnements, à comprendre rapidement des choses abstraites. Évidemment, le mot intelligence peut être pris dans un sens beaucoup plus large. Mais même dans ce sens-là, finalement, l'intelligence, c'est juste une caractéristique, mais il y a cette idée un peu fausse, à mon avis, qui est que l'intelligence, des fois, c'est une mesure d'une valeur d'un être humain, quoi. Si on est plus intelligent, on est un meilleur être humain que si on est moins intelligent, et ça, c'est n'importe quoi, mais
Il y a un peu cette idée des fois sous-jacente, ce qui fait que tout un chacun est un peu angoissé vis-à-vis de l'intelligence. C'est un truc, oh là là, il faut pas trop paraître pas intelligent, ou il faut... L'intelligence, c'est juste une caractéristique parmi tant d'autres, et puis voilà, et puis il y en a qui sont plus capables de faire mieux. Mais ceci dit, voilà, j'ai pas la réponse à cette question dans l'absolu, mais si je dis ça, c'est juste pour dire qu'en fait, quelle que soit la réponse, c'est pas grave, quoi, tout va bien. Les solutions du défi 2015 pour faire moins de 14. Ah oui, alors là, il faut que je vous raconte un petit peu parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. J'ai fait passer ça sur Facebook et sur Twitter, mais j'ai lancé depuis décembre les défis Micmat. Les défis Micmat, c'est des petites énigmes mathématiques que je vous donne à résoudre avec à chaque fois des petits jeux interactifs, une petite application interactive que je mets sur mon site web. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et le but, c'est de vous faire chercher, de vous faire des maths, vous, parce que dans mes vidéos, c'est bien, je vous raconte des trucs, mais du coup, vous êtes un peu en mode passif, vous écoutez ce que je dis, et puis voilà. Mais les maths, c'est aussi intéressant quand on les pratique, c'est ça qui est passionnant, c'est de faire de la recherche. Et donc voilà, j'ai eu l'idée de lancer ces défis. Pour l'instant, il y en a deux, celui de décembre et donc celui de janvier, il y en aura un autre en février, et puis j'espère continuer longtemps à en faire tous les mois. Le but, c'est donc de vous mettre dans une situation de recherche mathématique. Vous avez le droit, pour faire ces défis, à tout, en fait. Voilà, c'est vraiment de la recherche. Vous avez le droit d'aller chercher sur Internet si il n'y a pas d'autres gens qui ont trouvé les réponses avant. Vous avez le droit de communiquer entre vous. Vous avez le droit d'utiliser des ordinateurs, des calculatrices, tout ce que vous voulez. Et je vous pose des questions. Alors, c'est des questions qui peuvent être assez ouvertes. C'est-à-dire, j'attends pas forcément une réponse bien précise. Mais souvent, c'est juste un petit modèle mathématique que je vous propose. Et puis, avec des pistes de réflexion à avoir sur ça. Et d'ailleurs, c'est pas forcément, moi-même, j'ai pas forcément dans l'absolu les réponses à tout. Par exemple, celui du mois de décembre, c'est un problème qui, dans l'absolu, est un problème ouvert de mathématiques. C'est-à-dire que le nombre maximum d'étapes, vous irez voir, si vous l'avez pas vu, vous irez voir l'énigme, mais il faut trouver un nombre maximum d'étapes. Le nombre maximum d'étapes, actuellement, les mathématiciens ne le connaissent pas encore. Enfin, il y a une conjecture, on pense savoir ce que c'est, mais on n'a pas la démonstration absolue, s'il n'y en a pas au-delà. Donc voilà, mais c'est un petit problème qui reste quand même très intéressant et sur lequel on peut travailler même quand on n'y connaît rien en maths. Ça a beau être un problème ouvert derrière, on peut commencer à chercher voilà, des nombres qui donnent une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes, et puis après monter le plus haut possible. Donc voilà, alors il y a eu un moment où quand j'ai lancé ça un peu, c'était un test, et j'ai dit que peut-être je donnerais des solutions, je publierais une vidéo, où je publierais des solutions sur mon site. Et puis finalement j'ai décidé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que justement c'est une activité de recherche. Donc vous cherchez et puis vous trouvez ce que vous trouvez. À vous de communiquer entre vous après pour voir si vous n'avez pas trouvé les mêmes choses ou pas. Voilà, quand un mathématicien s'attaque à un problème, il n'y a pas quelqu'un qui va lui donner la réponse au bout de 3 mois s'il n'a pas trouvé. Donc là, c'est vraiment, voilà, je vous donne des problèmes et puis à vous d'être dans la recherche, à vous de voir ce que vous pouvez faire avec ça, de trouver les premiers petits trucs. Alors, je ne vais pas vous donner non plus des problèmes totalement impossibles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sera des problèmes où on peut au moins trouver quelques éléments et puis avancer un peu, même si on n'a pas un niveau en maths. Et puis voilà, à partir de ça, à vous de jouer, à vous de voir comment vous pouvez faire évoluer ce défi. Vous pouvez même vous poser des questions autour des questions que je vous pose, c'est-à-dire qu'il y a toujours des généralisations qui peuvent se faire. Le défi de janvier 2015, justement, je vous ai mis quelques paramètres que vous pouvez modifier pour changer la question, pour essayer de vous poser d'autres questions autour. Et puis, par exemple, au lieu d'atteindre 2015, qu'est-ce qui se passe si on atteint 2014, si on atteint 2016 ? Donc voilà, à vous après d'étendre ça et d'en faire ce que vous voulez. Pourrait-on avoir votre avis sur la façon dont sont enseignées les maths dans le système éducatif français ? Et que penses-tu de l'éducation nationale et du programme de mathématiques ? Alors quand on parle de l'enseignement des mathématiques, et en particulier de l'enseignement dans le cadre de l'éducation nationale, je pense que c'est intéressant de se poser la question pour qui est-ce qu'on fait ces cours de maths et dans quel but ? Parce que clairement, des élèves qui plus tard dans leur métier ou dans leur vie de tous les jours auront besoin des formules mathématiques qu'on peut apprendre par exemple au collège ou au lycée. Je mets l'école un petit peu à part parce que l'école on apprend vraiment les bases à compter, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est indispensable pour tout le monde. Mais à partir du collège on commence à apprendre des choses qui clairement ne seront plus indispensables. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, les vecteurs, les trucs comme ça. Il y a plein de gens qui dans leur vie d'adulte ne s'en serviront plus jamais. Alors finalement, est-ce que un cours de maths ça doit être fait uniquement pour les quelques pourcents qui, disons, plus tard deviendront ingénieurs? On fait maths pour ceux qui deviendront ingénieurs, puis les autres, de toute façon, ils s'en serviront pas, donc ils suivent comme ils peuvent, et puis voilà.
Évidemment, l'inconvénient de ça, c'est que tous ceux qui suivent comme ils peuvent, ça crée aussi une sorte de désarroi vis-à-vis de cette matière, une souffrance même vis-à-vis de ça, parce qu'en plus, les maths, c'est une matière qui est très importante, qui est très valorisée d'un point de vue scolaire. Et donc, quand on est mauvais en maths, c'est assez difficile de s'en sortir. Alors évidemment, dans l'éducation nationale, je pense qu'il y a un peu ce travers de faire, on fait des maths pour ceux qui s'en serviront plus tard, pour ceux qui deviendront scientifiques. Maintenant, évidemment, c'est une caricature parce que ça dépend évidemment aussi beaucoup des profs qui accompagnent leurs élèves, ça dépend aussi beaucoup du contexte, de la façon dont c'est fait, et puis voilà, faut pas tomber uniquement dans cette vision-là, mais il y a quand même un petit peu cette tendance. Et puis alors, du coup, on se demande, mais ceux qui feront jamais de maths quand ils seront plus grands, à quoi ça sert de continuer à leur enseigner des maths? Et dans ce cas-là, je pense que le truc qui est vraiment très important à retenir, à mon avis, à propos des maths, c'est que les maths, c'est pas une matière qui est faite pour travailler la mémoire. C'est-à-dire, le but des maths, c'est pas d'apprendre des trucs, c'est pas de dire « Ah, je le sais, quoi, je sais pas, je connais le théorème de Pythagore par cœur » ou je sais résoudre par cœur une équation du second degré » ou quelque chose comme ça. Le but, c'est de travailler des raisonnements. Et en quelque sorte, dans ce sens-là, finalement, les programmes n'ont aucune importance. À mon avis, les programmes de collège ou de lycée, on peut les effacer totalement et les remplacer entièrement par d'autres choses. À mon avis, ça poserait aucun problème quant au but vraiment de l'enseignement des mathématiques. Alors évidemment, ça reste quand même intéressant de garder quelques résultats qui sont intéressants parce que historiquement, parce que culturellement, c'est bien de les savoir. Mais vraiment, en ce qui concerne l'apprentissage des mathématiques, l'important c'est d'avoir des problèmes, c'est d'avoir des questions auxquelles on va réfléchir. Et donc voilà, quand je dis c'est pas de faire travailler la mémoire, c'est de faire travailler la réflexion. Normalement, pour moi, les profs de maths, à la fin d'un cours, devraient jamais dire à leurs élèves « apprenez ça pour demain » ou « apprenez ça pour la prochaine fois ». Ils devraient leur dire « réfléchissez-y pour la prochaine fois, pensez-y, posez-vous des questions et essayez de comprendre comment ça marche pour la prochaine fois », des choses comme ça. Et ça, effectivement, c'est un peu dur aussi dans un contexte scolaire parce que les maths sont probablement mal adaptés à ça parce qu'il faut une évaluation et que quand on demande à un élève d'apprendre un truc pour le lendemain, c'est facile à contrôler, quoi. Soit il le connaît, soit il ne le connaît pas. Si on lui demande d'avoir réfléchi à un truc pour le lendemain, comment est-ce qu'on contrôle qu'il y a réfléchi, qu'il n'y a pas réfléchi? C'est difficile à savoir, et c'est en ça que c'est difficile de faire rentrer cette matière-là. Cette matière a vraiment des spécificités qui fait que c'est difficile à faire rentrer dans un cours académique. Dans l'absolu, pour moi, un cours de maths idéal, c'est un cours dans lequel le prof arrive en ne sachant pas comment va se dérouler sa séance. C'est-à-dire vraiment, on pose des questions, et puis on voit ce qui arrive, et puis on réfléchit, et puis on essaye de créer les outils qui sont nécessaires pour répondre aux questions qu'on va se poser. Et puis voilà, alors ça demande effectivement un certain lâcher-prise vis-à-vis de ça. C'est difficile évidemment à évaluer si on tient absolument à faire des évaluations. Mais c'est vraiment pour moi l'essence des mathématiques de faire de la recherche et d'apprendre à réfléchir, à faire des démonstrations. Le gâteau était bon? Délicieux. Pensez-vous que l'on découvre les mathématiques ou qu'on les invente? Encore une question, celle-ci. Je pense qu'en fait, les mots découvrir et inventer sont deux synonymes qu'on utilise dans des contextes différents. Et qu'en fait, découvrir quelque chose ou inventer quelque chose, dans le fond, ça revient au même. Mais je ne vais pas développer plus, parce que ce serait... Allez, je vous laisse avec ça, débrouillez-vous. Est-il possible de cumuler autant de savoirs mathématiques, relations de couple et loisirs mêlant alcool et rock'n'roll? Alors, personnellement, je bois pas d'alcool, donc je ne suis pas dans ce cas de figure. Donc, ceci dit, ça veut pas dire, ça prouve qu'il est possible de ne pas cumuler tout ça, mais pas qu'il n'est pas possible de cumuler tout ça. Hein. Ne confondons pas réciproque et contraposé. Es-tu passionné par d'autres sciences, par exemple la physique-chimie? Forcément, j'aime bien d'autres sciences, ne serait-ce que parce que les maths, ça déborde un peu partout. Et puis j'imagine que quand on a un esprit scientifique, c'est aussi avoir l'esprit d'être curieux d'un peu de tout. Donc oui, toutes les sciences plus ou moins farfelues, plus ou moins proches des maths, et puis même au-delà des sciences, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et oui, j'adore la chimie et la physique, et D'ailleurs, j'exclus pas forcément, à un moment donné, même si la chaîne s'appelle Micmath, de faire des vidéos un jour sur d'autres sciences, même si je fais ça, ce sera à mon avis toujours un peu le point de vue d'un matheux sur tel ou tel sujet. Parce que c'est intéressant aussi parfois d'avoir des points de vue différents, et c'est vrai que quand on aborde un problème de physique, par exemple, quand on est matheux, on peut voir les choses différemment en fonction plutôt de l'histoire des maths et des modèles qui ont été créés pour répondre aux questions de physique.
Y aura-t-il d'autres projets de vidéos? Oui, je sais pas encore lesquels, mais oui, il y aura des projets, enfin je continue voilà, à faire des vidéos. Je sais pas si par projet tu entends des types de vidéos complètement différents, ou si c'est juste s'il y aura d'autres vidéos, en tout cas, dans tous les cas, oui. D'autres formats, alors déjà c'est difficile de parler de format parce que voilà, comme je vous ai déjà parlé du format un peu bric-à-brac, j'ai pas l'impression qu'il y a une unité spécialement, que ce soit une chaîne, ce que je fais avec une constance dans le format. Mais j'imagine que je vais encore avoir d'autres idées, il y en a déjà qui sont un peu en germe pour diversifier encore plus tout ça et que ça ressemble encore plus à n'importe quoi. Pourquoi te cadres-tu en légère plongée? Alors, je me cadre en légère plongée, la caméra est un petit peu plus haute que moi parce que, en fait, j'ai pas de pied de caméra avec des pieds télescopiques et tout ça qu'on peut régler à la hauteur qu'on veut, donc je mets deux tables l'une sur l'autre pour mettre ma caméra à hauteur, et la hauteur de ces deux tables et ma hauteur à moi fait que la caméra est très légèrement plus haute que moi. Voilà, c'est décevant comme réponse ça, mais voilà. Considères-tu, comme Cédric Villani, qu'on devrait pouvoir parler de la mathématique, au même titre que les autres sciences ont dit la physique, la chimie, la biologie, etc., et non pas seulement des mathématiques? Alors si on dit les mathématiques, c'est essentiellement pour des raisons historiques, hein, parce que ça comprenait plusieurs autres choses, les mathématiques, à l'origine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à parler, le débat s'est un peu lancé au début, fin du 19e siècle, début 20e siècle, je ne sais plus exactement précisément, parce qu'à ce moment-là, on a créé la grande théorie, disons théorie des ensembles, grosso modo, qui est une théorie dont toutes les autres mathématiques sont des cas particuliers d'une certaine manière. Donc les mathématiques, c'est une discipline qui a été totalement unifiée. À chaque fois qu'on fait des mathématiques, eh bien, on se place de manière plus ou moins directe dans le cadre de cette vaste théorie. Donc effectivement, il y a une certaine cohérence à dire la mathématique, et en même temps, dans cette grande théorie, il y a tellement de ramifications et des branches qui sont loin les unes des autres, avec des disciplines qui ne se ressemblent pas forcément, qui même utilisent des notations différentes, qui utilisent les mêmes symboles pour désigner des choses différentes, que ça peut aussi être cohérent de dire les dans certains contextes. En fait, je pense que ça, c'est une question qui fait partie de ces questions qui sont intéressantes à se poser, mais où finalement la réponse n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a des questions comme ça où c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a un débat, et puis finalement, après, c'est juste une question de convention, se rendre compte qu'il y a du pour et du contre des deux côtés. Donc je choisis pas de camp dans ce débat-là, voilà, j'ai pas de préférence. L'infini, faute d'être accessible à l'entendement, n'est-il pas d'abord un concept de l'homme n'acceptant pas sa finitude et celle hypothétique du monde? Non. Comptes-tu faire des vidéos avec d'autres auteurs de chaînes YouTube éducatives? Peut-on espérer une collaboration avec un collègue youtubeur comme YPenser ou LJJ? Pour tout dire, je me sens pas forcément encore prêt à faire ce genre de choses. Dans l'absolu, un jour, oui, pourquoi pas, effectivement, ça doit être super intéressant de faire des collaborations avec d'autres gens, de pouvoir mélanger des mondes, de pouvoir mélanger des façons de faire. Ceci dit, c'est vrai que, alors c'est aussi en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis tellement pas bien organisé, c'est tellement artisanal la façon dont je fais mes vidéos, ça demande un peu plus d'organisation, un peu plus de mise en place pour pouvoir faire quelque chose à deux, il faut en discuter à l'avance, choisir le sujet, dire qui dit quoi et tout ça et tout ça. Donc du coup, je suis pas forcément encore prêt à me lancer là-dedans. Pour l'instant, j'aime bien voilà, faire mon petit bricolage tout seul, comme ça me plaît bien aussi, et puis il faut dire que du coup, je fais ça à mon rythme quand je veux, et j'ai pas encore, au rythme où la chaîne va actuellement, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, je puisse voilà, me dire que je peux me dégager un créneau toutes les semaines, un jour, 2 jours, pour dire je me consacre vraiment aux vidéos. Là maintenant, je le fais vraiment uniquement quand j'ai du temps libre, un créneau par-ci, par-là. Des fois, mon emploi du temps bouge, donc je sais pas encore tôt. Et j'ai pas envie que ça devienne contraignant pour moi de faire des vidéos et de m'obliger à me dire pour la fin de cette semaine, je dois faire ça obligatoirement. Et puis forcément, si je collabore avec des gens, il va falloir que je me pose des contraintes. Et voilà, bon, dans l'absolu, un jour, oui. Pour l'instant, je ne me sens pas encore totalement prêt à m'y lancer tout de suite. On te propose de rencontrer un mathématicien parmi Pierre-Simon Laplace, John Nash, Alan Turing, avec lequel tu vas boire un café. Alors je vois que sur Facebook, il y a déjà Clément qui a répondu à cette question en me disant John Nash parce que je pourrais faire une partie de Hex avec lui.
Et il n'a pas tort, Clément me connaît bien, puisque c'est un de mes principaux adversaires au jeu de Hex, et accessoirement mon cousin aussi. Et effectivement, John Nash, c'est l'inventeur du jeu de Hex. Sur les trois, c'est aussi le seul qui est encore vivant, ce qui est plus pratique pour la conversation. Et du coup, ouais, John Nash pour essayer de faire une partie. Encore que je ne sais pas exactement si John Nash est vraiment bon au jeu de Hex. Il a inventé le jeu, il l'a étudié de façon théorique, mais est-ce qu'il y joue bien? Ça, j'en sais rien du tout. Voilà, sinon Alan Turing, ça doit être très sympa aussi. Pierre-Simon Laplace, ce grand mathématicien, très bien tout ça, mais peut-être un peu moins les mathématiques que personnellement j'aime. Quel est ton ensemble préféré? Ah, encore un préféré. Mon ensemble préféré. Il y a des trucs rigolos qu'on peut faire des ensembles, avec des ensembles. Alors là, encore une fois, si je dis des choses, il va falloir que j'explique après. Je dirais un ensemble non mesurable, c'est rigolo, un ensemble non mesurable. Vous savez que les figures géométriques, c'est des ensembles de points. Si on prend un carré, par exemple, ben, c'est un ensemble composé de tous les points qui sont à l'intérieur. Et si par exemple sur un plan on trace une figure géométrique, on est habitué à dire qu'on peut calculer par exemple sa surface, on peut mesurer son aire. Eh bien, il se trouve qu'il y a certaines figures pour lesquelles il a été démontré que l'on ne peut pas calculer la surface. En fait, c'est pas qu'on ne sait pas le faire, c'est que la définition même de ce que c'est l'aire n'a pas de sens dans ce cas de figure, donc ça fait des figures très biscornues, pour lesquelles voilà, la définition même de l'aire n'a pas de sens. Et alors la même chose pour les volumes, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire ça en 3D, il y a des figures pour lesquelles la notion de volume n'a pas de sens. Et du coup, ça crée des paradoxes assez rigolos, enfin des paradoxes, des pseudo-paradoxes, c'est-à-dire des paradoxes dans le sens où ça semble illogique, mais en réalité c'est totalement possible, comme par exemple le paradoxe de Banach-Tarski, qui consiste à dire qu'on prend une boule, donc voilà, une boule, une figure géométrique de l'espace, et puis on la découpe en plusieurs morceaux, façon puzzle, et puis avec ces morceaux on les recombine différemment, de façon à former deux boules qui ont exactement le même volume que la boule de départ. Et ben ça c'est quelque chose qui est possible mathématiquement, qu'on ne peut pas faire réellement, parce que ces figures non mesurables, elles ont des détails infiniment petits, infiniment fins, qu'on ne peut pas découper sur une vraie figure, mais qui est dû justement à ce paradoxe qu'il existe des figures pour lesquelles la notion de volume n'est pas définie, parce que finalement, si le volume était défini, eh bien, le volume devrait être constant en passant d'une étape à l'autre. Or là, on part d'une boule et on revient à deux boules qui ont le même volume, donc le volume a doublé. Je suis pas sûr d'être très clair, hein, mais on en reparlera. Les maths t'ont-elles déjà aidé en extrême situation? Non, je crois pas. En même temps, qu'est-ce que j'irais faire en extrême situation? Qu'est-ce que c'est la solution du triangle magique? Haha, la solution n'est d'aucune importance. L'importance, c'est la recherche qui y mène. Quel est ton domaine des mathématiques préféré? Quel est votre domaine préféré entre la géométrie et les mathématiques? Alors cette deuxième question, elle est un peu plus bizarrement formulée, parce qu'en fait la géométrie c'est une partie des mathématiques. Les mathématiques, il y a plusieurs sous-disciplines, plusieurs domaines à l'intérieur, dont la géométrie, et puis l'algèbre, l'analyse, les probabilités, la topologie, etc. La logique. Alors quel est mon domaine préféré là-dedans? Alors par habitude, je dirais les probas, parce que c'est ce que j'ai le plus fait, c'est ce que j'ai vraiment le plus pratiqué et que j'aime vraiment beaucoup, faire des probas. Encore que les probas, il y a un peu un double visage là-dedans. Les probas, techniquement, c'est une sous-discipline de l'analyse et il y a un côté un peu analyse dans les probas. Mais il y a aussi tout un autre visage qui est plus le côté combinatoire, et moi, c'est un peu ça que je préfère, tout ce qui est combinatoire, dénombrement. Tout ce qui peut être voilà, de l'ordre de la théorie des graphes, des choses comme ça. Sinon j'aime aussi beaucoup l'algèbre. L'algèbre je connais un peu moins, disons que j'ai moins pratiqué, mais c'est quelque chose que je trouve fascinant aussi. Et puis tout ce qui peut faire aussi des jolies figures, tout ce qui est topologie, tout ce qui est, alors évidemment la géométrie, mais alors après dans la géométrie, dans tout ce qu'elle peut avoir de développement inattendu, que ce soit, voilà, la topologie finalement c'est un dérivé de la géométrie d'une certaine manière. Puis les géométries non euclidiennes, des choses comme ça, on peut faire des tas de choses fascinantes. En fait, j'aime bien toutes les matières. Peut-être le truc que j'aime un petit peu moins, c'est peut-être l'analyse, parce que j'ai personnellement pas trop un esprit à faire de l'analyse, j'ai des fois du mal à tout suivre, donc c'est pour ça aussi que il peut y avoir une frustration des fois là-dedans, mais ceci dit, j'en suis presque d'autant plus fasciné de voir des gens qui trouvent des trucs fabuleux dans les matières que moi-même je comprends moins. Un petit mot sur le nombre 142 857. Oh, voilà un nombre fascinant.
142 857. Alors 142 857, c'est les décimales du nombre 1 septième qui se répète. C'est-à-dire si on fait 1 divisé par 7, on trouve 0,14 28 57, 14 28 57, 14 28 57, comme ça, puis ça se répète, c'est le nombre à 6 chiffres qui se répète, et puis il a plein de jolies petites propriétés. Si on le multiplie par 2, ça décale ces chiffres. En fait, toutes ces tables de multiplication décalent ces chiffres. 14, 28, 57 multiplié par 2, ça fait 28, 57, 14. Donc on a juste les mêmes chiffres, mais décalés, les mêmes chiffres dans le même ordre, mais juste avec une permutation cyclique. Et puis si on le multiplie par 3, on a encore une autre permutation cyclique, puis par 4, par 5, etc. Et puis quand on le multiplie par 7, ça donne 999 999. C'est rigolo, non? Comment, selon toi, peut-on faire aimer les maths à quelqu'un ? Encore une grande question. Alors déjà, en le forçant pas à faire des maths, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'arriver avec un livre de maths en disant tu vas voir, tu vas aimer les maths, je vais t'en mettre dans le cerveau de force et puis tu as intérêt à tout comprendre. Non, je pense que quand on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est toujours mieux quand la démarche vient de lui. Et du coup, c'est pas forcément toujours facile quand cette personne a déjà pas mal d'a priori dû à des cours de maths traumatisants dans son enfance, comme ça peut arriver des fois. C'est pas toujours facile. En fait, je crois que l'éducation, même que ce soit les maths ou une autre discipline en général, ça ressemble enfin, c'est vraiment une mise à disposition de quelque chose et pas vraiment quelque chose qu'on va venir donner de force, quoi. J'aime bien prendre la comparaison avec un arbre fruitier, par exemple. Un pommier, par exemple, il a des pommes. Là, comme ça, vous êtes à côté et vous savez que si vous avez faim, vous pouvez prendre une pomme et puis la manger. Mais c'est pas le pommier qui va décider à quel moment vous avez faim. Et ben pour moi, un bon prof, ça doit être un peu comme un pommier. C'est-à-dire qu'il sait des trucs, il doit être là, il doit être prêt à diffuser, à donner ce qu'il a à donner. Mais c'est pas lui qui va dire à un moment donné, t'as envie d'apprendre. Du coup, comment peut-on faire aimer les maths à quelqu'un? Moi, je pense que si le quelqu'un a envie, et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce qui se passe quand on commence suffisamment jeune. C'est-à-dire que les enfants sont naturellement curieux de tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un, à mon avis, n'a pas envie d'aimer quelque chose ou est réfractaire à quelque chose, c'est parce qu'on l'a fait devenir réfractaire. On a tué cette curiosité. Mais totalement naturellement, les enfants sont tout à fait ouverts à toutes les pratiques d'apprentissage pour peu qu'on ne les force pas et qu'on les laisse venir naturellement, ils viennent tout seuls. Mais si quelqu'un est réfractaire, ouais, pour moi, la meilleure façon de faire, c'est juste déjà d'aimer les maths soi-même. On ne va pas faire aimer les maths si nous-mêmes on n'aime pas les maths, mais c'est juste d'être à côté de lui et d'aimer les maths, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir à côté de lui et puis faites des maths qui vous amusent. Et puis à un moment donné... Si vous êtes là, eh ben, il va regarder du coin de l'œil à côté, et puis à un moment donné, il va vous dire qu'est-ce que tu fais là, et puis voilà, là c'est gagné. À ce moment-là, ouais, regarde, je vais t'expliquer. Tiens, je te fais un hexaflexagone ou une étoile en origami, ou je t'explique les solides de Platon. Voilà, mais voilà, il faut pas brusquer. C'est pas, d'autant plus que c'est pas grave, quoi, de pas aimer les maths. On a le droit de pas aimer les maths aussi. C'est possible, c'est possible. Tu aimes l'amour? Bah oui, forcément, c'est quand même le deuxième truc le mieux au monde après les maths. Qu'est-ce que tu penses de cette citation d'Abel, 1826? Les séries divergentes sont des inventions du diable, c'est une honte que l'on ose fonder sur elles la moindre démonstration. On peut en tirer tout ce qu'on veut et quand on les emploie, et ce sont elles qui ont produit tant d'échecs et de paradoxes. Alors ça, c'est une citation qui est évidemment en rapport avec ma vidéo sur la somme de tous les nombres entiers positifs qui vaut moins un douzième, qui peut sembler, elle encore, très paradoxale, encore que... Bon, alors cette vidéo, c'est une vidéo qui a créé beaucoup de polémiques dans les commentaires. Évidemment, c'est quelque chose d'assez abstrait, qui peut être difficile à accepter, d'autant plus que, alors ça, c'est un peu un regret que j'ai eu dans cette vidéo, parce qu'après je m'en suis rendu compte, je l'ai beaucoup redit dans les commentaires, mais je ne l'ai pas dit directement dans la vidéo, c'est que la démonstration que je donne au début, c'est une démonstration qui n'est pas rigoureuse. C'est une démonstration qui peut être rendue rigoureuse dans un cadre beaucoup plus précis, mais effectivement, le but c'était de faire de la vulgarisation et pas de donner une démonstration rigoureuse, et il faudrait faire quelque chose de plus précis. Si vous êtes étudiant en maths, surtout n'écrivez pas ce que j'ai écrit dans cette vidéo.
Maintenant, sur le fait que c'est des inventions du diable pour Abel, beaucoup de choses ont été des inventions du diable pour des mathématiciens à d'autres époques. Si on prend Pythagore, les nombres irrationnels, c'était un scandale, quoi. Et les pythagoriciens ont même été jusqu'à tuer pour que ça ne se sache pas qu'il existait des nombres irrationnels. Aujourd'hui, on les maîtrise parfaitement. Pareil pour les nombres imaginaires, et même avant les nombres négatifs, qui ont été appelés les nombres absurdes à un moment donné. Les nombres imaginaires, le nombre dont le carré est négatif. Il y a eu des polémiques du même genre avec les fonctions continues et nulle part dérivables. Il y a eu des choses comme ça avec la théorie des ensembles qui a créé des paradoxes, les infinis, tout ça, enfin l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes, ne se contient-il lui-même? Ça c'est encore une question, enfin bref. Et en proba, il y a eu des trucs comme le paradoxe de Bertrand qui laissait penser qu'on ne pouvait pas tirer un nombre au hasard ou un point au hasard dans un ensemble infini, continu, des choses comme ça. Enfin bref, toute l'histoire des mathématiques, il y a des trucs qui à un moment donné semblent impossibles et puis qui finalement sont surmontés. Celles-ci en font partie, alors ça a été surmonté, évidemment, faut préciser ce qu'on entend par surmonter, c'est-à-dire que on surmonte cette question-là à condition de faire évidemment des concessions sur un certain nombre de choses. Et effectivement, si on accepte de donner une valeur à une série divergente, on perd inévitablement certaines propriétés qu'on aurait pu vouloir aimer garder. Enfin voilà, et pour éviter d'avoir des paradoxes, on est obligé de se restreindre et de bien préciser le cadre de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, et ne pas autoriser des opérations dont on a constaté qu'elles ne marchaient pas. Mais voilà, moyennant ça, tout est autorisé si la théorie est cohérente. Après, en mathématiques, encore une fois, on crée des théories abstraites. On ne crée pas des trucs pour que ce soit vrai ou faux dans l'absolu. On crée des théories abstraites. Si j'ai envie de créer, c'est un truc dont j'avais parlé dans ma vidéo sur les structures algébriques. Si on a envie de créer par exemple un petit système mathématique, disons qu'on prend 3 symboles, un rond, une croix et une étoile, et puis on dit que le rond plus l'étoile ça fait la croix, que l'étoile plus le rond ça fait le rond, des choses comme ça, puis on fait une table d'addition de ces petits symboles, et puis on crée un petit système mathématique comme ça, totalement au hasard, avec lequel on ne va pas forcément pouvoir faire grand chose, qui ne va pas forcément être utile, mais on a le droit de le faire. C'est-à-dire que c'est un système totalement abstrait dans lequel on fait des opérations, et dans lesquels on va pouvoir résoudre des équations, dans lesquels on va pouvoir définir des fonctions, des choses comme ça. En mathématiques, on peut vraiment créer n'importe quel modèle. Il n'y a pas de contrainte de réalité et de coller au monde physique. Après, la question, c'est quand on fait des sciences physiques, quel modèle on utilise pour coller effectivement à la réalité qu'on voit. Quand je dis dans cette vidéo, quand on écrit que 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. égale moins 1/12e, c'est un modèle mathématique qui, dans certains contextes, permettent de rendre compte de certaines réalités physiques, mais pas de toutes. C'est-à-dire que, effectivement, ce genre d'égalité, c'est un modèle qui ne peut pas être appliqué, par exemple, pour compter les pommes. Si on prend une pomme, puis qu'on rajoute 2 pommes, puis qu'on rajoute 3 pommes, puis 4 pommes, on va jamais obtenir moins 1/12e de pommes à la fin, et c'est pas ce que ça dit. C'est-à-dire que quand on se dit on compte des pommes, là on fait des sciences physiques. Et quand on fait des sciences physiques, il faut se poser la question, quel modèle est adapté pour résoudre ce problème de sciences physiques ? Et en l'occurrence, ce modèle mathématique-là, dans lequel ça vaut moins 1/12e, n'est pas adapté pour ce problème de comptage de pommes. Donc voilà, c'est là qu'il faut faire attention après. Et c'est pour ça souvent que les modèles mathématiques dans lesquels on a ce genre de paradoxe paraissent paradoxaux. C'est parce que, sans s'en rendre compte, on pense déjà à la physique. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que ça fasse moins 1/12e parce que c'est notre sens physique qui est heurté. Mais mathématiquement, si c'est cohérent, ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'ai passé peut-être un peu plus de temps sur cette question-là, mais c'est vrai que comme ça a fait beaucoup de débats quand même, ça a beaucoup discuté dans cette vidéo. Et voilà, on est arrivé au bout. Waouh, ça faisait pas mal de questions tout ça. J'espère que les réponses vous ont convenu. Merci à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Micmath et ça me fait super plaisir. Ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui, on est presque à 30 000 abonnés, dont la moitié dans les 3 derniers mois. Ça va à une vitesse folle. Je suis toujours aussi surpris. Et donc, on va continuer. Et puis c'est parti pour plusieurs autres centaines de vidéos. Et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.